bienvenue. Bonsoir Dominique de Villepin, re-bienvenue sur le plateau de Quotidien. Voici une partie de l'équipe et voici le public. Quelle a été votre première réaction quand vous avez appris la victoire ce matin de Donald Trump, la victoire sans appel de Donald Trump? C'est fait. C'est fait. C'est fait. J'étais aux États-Unis il y a quelques semaines, on voyait venir la dynamique de la victoire de Donald Trump dans une campagne hallucinante, le choc de deux Amériques, un président américain qui abandonne, l'autre candidat, Donald Trump, qui est victime de deux attentats. Et, deux Amériques réconciliables? Alors, la campagne a montré à quel point le débat était hystérisé, le débat était polarisé et même tribalisé à bien des égards. Et au bout du compte, on a un président américain qui est un président condamné, 2 fois destitué, ce qui est sans précédent dans le cadre d'une réélection de ce président. Alors, ce que l'Amérique est réconciliable, beaucoup va dépendre des premiers pas, des premiers mots, des premiers gestes de Donald Trump. Ce qu'on a vu dans la nuit, c'est un président qui a changé de ton, qui n'est plus dans l'insulte, qui n'est plus dans l'invective. Ça va revenir. Alors, le naturel revient en général au galop, Monsieur Apathy, vous avez tout à fait raison. Et puis, il y a de bonnes raisons pour que cette Amérique continue de s'opposer, à la fois sur le plan de la société, mais en même temps sur le plan des intérêts économiques. Je peux vous lire là-dessus la une du New York Times. Le New York Times parle aujourd'hui d'une révolte populiste contre l'élite. Est-ce que vous êtes d'accord? C'est le clivage qui était le plus frappant. Aux États-Unis. C'est d'un côté des élites jugées corrompues et de l'autre le vrai peuple, la vraie nation que flatte Donald Trump à longueur de journée et qui s'est fait le champion d'un anti-système dans une alliance absolument étonnante avec Elon Musk, vous en avez beaucoup parlé, mais qui marque la synthèse entre une Amérique très conservatrice et en même temps une Amérique hyper moderniste qui regarde vers l'avenir, qui veut développer les nouvelles technologies à tout va, les crypto-monnaies, qui veut déréguler. Et c'est, je crois, peut-être la première leçon qu'il faut tirer de cette Amérique. À travers la campagne, à travers ce que nous avons vu au fil des derniers mois, il y a 3 grands rejets de la part de Donald Trump et de la part de ceux qui le soutiennent. Le premier rejet, c'est celui des règles. On ne veut pas s'embarrasser avec des règles, on ne veut pas de contraintes. C'est vrai du multilatéralisme, c'est vrai aussi en matière commerciale. Donc c'est une Amérique qui veut la liberté à tout prix et le symbole des armes à feu est là pour montrer à quel point cela peut aller loin. Le deuxième La deuxième, c'est le rejet de la guerre, le rejet des interventions militaires qui ne répondent pas à un intérêt profond de l'Amérique. Et le troisième rejet, c'est... C'est pas le rejet de la guerre, c'est le rejet de l'intervention des États-Unis ailleurs. Alors, c'est ça, non ? Oui, c'est le rejet des interventions militaires comme celles qu'on a connues en Afghanistan, comme celles qu'on a connues en Irak. On va en parler, oui. Et le troisième rejet, qui est à mon sens lui aussi extrêmement marqué, c'est de toute concurrence jugée le plus souvent déloyale. C'est le cas de la Chine qui envahit les États-Unis et le monde avec des produits à bas prix, mais c'est le cas aussi des Européens qui sont accusés eux aussi d'être des tricheurs, les voitures allemandes se déversant aux États-Unis. Donc l'Amérique veut véritablement marquer sa volonté de restaurer complètement son leadership. Et je pense qu'il y a 3 éléments absolument frappants du point de vue du nouveau leadership américain que veut affirmer Donald Trump. Le premier élément... Ce qui peut déstabiliser le reste de la planète ? Alors, ce qui peut, oui, changer profondément la donne, oui. Le premier élément, c'est la volonté de restauration de l'identité américaine. Et c'est l'affirmation d'une volonté de liquider complètement l'immigration illégale, de déporter par millions. Des millions de gens. Des millions d'immigrants américains. Et avec le soutien, on a vu qu'une bonne partie des Latinos avaient voté en faveur de Trump. Donc ceux qui sont aujourd'hui légalement entrés aux États-Unis sont favorables à ce qu'ils considèrent aujourd'hui comme un vrai danger. Et il faut souligner quand même que sous
Joe Biden, cette immigration illégale a été multipliée par 3. Donc il y a eu un changement de données qui est visible aux États-Unis, qui bouscule profondément les modes de vie américains. La deuxième restauration, c'est la volonté de restaurer l'empire, la centralité des États-Unis dans le monde. Et c'est intéressant parce que ça vient corriger ce que je vous ai dit tout à l'heure sur le refus ou le rejet des guerres. L'Amérique veut affirmer sa centralité, sa domination sur le monde sans avoir à utiliser la force. Et elle veut le faire dans ce que j'appelle volontiers la surpuissance américaine. Elle veut en quelque sorte écraser le match. Elle veut être tellement puissante que personne ne puisse lui résister. Et ça se traduit par la volonté de maîtriser complètement les flux financiers, les flux commerciaux, les flux d'investissement, avec un mot d'ordre, taxer. On va taxer tout le monde. Alors on va taxer les Européens, 10 à 20%, on va taxer les Chinois, 60% les 60%, les produits chinois. Et plus, peut-être jusqu'à 100% dans certains cas, pour bien montrer... Guerre commerciale. Alors c'est plus que ça, c'est qu'il faut payer le tribut. Le tribut aux États-Unis, les États-Unis veulent contrôler, et ils le font très largement, on le sait, à travers la domination, le privilège du dollar, le privilège d'un endettement illimité. Et ça met le reste du monde très largement dans leurs mains. Et une domination complète des infrastructures immatérielles, on le voit à travers l'Ivy League, les réseaux sociaux bien sûr, l'Ivy League, les universités, la domination sur Hollywood et les industries culturelles, les réseaux numériques, les réseaux technologiques. Donc il y a là une centralité qui est, à mon sens, véritablement un enjeu majeur. Alors maintenant, Donald Trump n'a pas peur des représailles, de l'Europe notamment ? Alors, les représailles, d'abord, il faut être capable de les tenir, les représailles. On n'est pas capable ? Et il faut être unis. Il faut être unis. On n'est pas unis ? On n'est pas unis, à commencer par les Allemands, qui n'ont aucune envie de voir les portes de l'Amérique se fermer, qui préféreront payer 10-20% de taxes pour leur voiture. Pour leur voiture, plutôt que de voir... Donc l'Europe va décevoir une nouvelle fois ? Alors, l'Europe va... alors, ne préjugeons pas, et l'Europe se réunit... En tout cas, il faut... L'Europe se réunit... On a 3 mois, hein. En Hongrie. L'Europe se réunit en Hongrie, la communauté politique européenne, et va devoir, pour une fois, agir. Il ne s'agit plus là de parler. Tout ce qu'on discute ce soir, c'est prévisible depuis des mois. Il y a des mois qu'on aurait pu s'organiser, qu'on aurait pu définir des stratégies. Il paraît qu'on s'y prépare depuis des mois, c'est pas le cas ? Je n'ai pas forcément le sentiment qu'on s'y prépare beaucoup. Mais en tout cas, là, capable d'être prêt ? Là, il faut agir. Alors, nécessité fait loi. Il faut bien voir que la conséquence de tout ça, c'est par le jeu de la captation américaine, puisque l'Amérique va drainer les richesses du monde. L'Amérique va drainer les talents du monde. Et on le voit à travers les grands plans, y compris faits par Biden, à quel point l'Amérique est capable effectivement d'attirer les investissements, d'attirer les capitaux, d'attirer les datas, les données. Et la volonté de taxer tout ça en plus va les mettre dans une situation de supériorité absolue. Dans ce contexte-là, cette captation va introduire dans le jeu international un risque de prédation. C'est-à-dire que non seulement les États-Unis vont essayer de se nourrir par rapport à ceux qui sont considérés comme ses rivaux, et on pourrait considérer que le fait de vouloir taxer de façon importante un certain nombre des rivaux américains peut être justifié, mais ils vont taxer leurs alliés. Et c'est ça qui est intéressant. C'est qu'aujourd'hui, aujourd'hui l'Amérique va se nourrir sur ceux qui sont censés être ses alliés, sur ses amis. Parce que c'est le meilleur moyen pour les États-Unis, véritablement, de se placer dans une position de magistère et de domination qui ne permettra... Il n'avait pas fait ça lors de son premier mandat ? Qu'est-ce qui va changer par rapport au premier mandat ? Est-ce que ça s'est bien passé la première fois ? Entre nous et lui ? Le premier mandat ne s'est pas... ne s'est pas mal passé, c'est-à-dire par rapport à ce qu'on aurait pu attendre, les choses auraient pu être bien pires. Donc d'une manière générale, le premier mandat s'est passé et on a réussi à gérer à peu près la relation transatlantique correctement. Il y a quelque chose qui a changé profondément. Je m'excuse, je termine juste sur ce point. Il y a quelque chose qui a changé profondément, c'est que aujourd'hui, l'Amérique définit ce qui est le leitmotiv des États-Unis, et ça, il faut le prendre à la lettre. Le MAGA, Make America Great Again, c'est le retour d'une Amérique en force. Mais elle le définit à travers le Dark MAGA. Et Elon Musk est le garant, en quelque sorte, de ce Dark MAGA, c'est-à-dire un messianisme apocalyptique
où l'Amérique a le sentiment de jouer son existence. Donc il y a un enjeu existentiel. Et ne l'oublions pas, à l'appui de Trump, il y a une Amérique qui souffre. Donc cette Amérique-là, elle veut effectivement trouver son dû. Elle veut sa part. Vous décrivez un peu la vie rêvée de Donald Trump. Quand il sera au pouvoir, il va aussi devoir composer avec des intérêts différents, des industriels américains qui ont besoin d'exporter dans le monde. L'Amérique est une puissance qui a des intérêts partout. Et je ne suis pas sûr qu'elle ait les mains libres pour faire tout ce que Donald Trump rêve de faire, s'il sait exactement ce qu'il veut faire. Peut-être que toute puissance a ses limites, non? Vous êtes bien placé pour... J'en suis bien convaincu. Voilà, vous le savez par expérience. Absolument, vous avez 100 fois raison. Néanmoins, le logiciel de départ... Oui, le logiciel de départ, oui. Oui, mais c'est... On en a vu d'autres, hein? Oui, sauf que, c'est le logiciel d'un deuxième départ. C'est-à-dire que c'est un logiciel qui a mariné et qui a été raisonné pendant 4 ans. Et avec la volonté de prendre une revanche sur ce qui n'a pas pu être fait la première fois. Et c'est pour cela qu'il y a, cette fois-ci, l'envie d'éloigner les adultes qui étaient dans la pièce et qui retenaient son bras. J.D. Vance, son vice-président, ne cesse de répéter qu'il sera là pour garantir que ce que Donald Trump veut, eh bien, ce sera fait. Et il y a aujourd'hui autour de Donald Trump le sentiment qu'il faut suivre l'instinct de Donald Trump et que rien ne serait pire que de chercher à corriger la feuille de route de Donald Trump. Et par ailleurs, même si on ne peut pas totalement acquiescer au projet de la Heritage Foundation, le projet conservateur de 2025, du projet 2025, il y a néanmoins une envie de se libérer de toutes sortes de garde-fous, de toutes sortes de règles, de toutes sortes de contrôles. Donc c'est une Amérique nouvelle et renforcée qui arrive avec une autorité et une force. Cette capacité de l'Amérique à simplifier les choses. Quand on voit les discours de Donald Trump qui, pendant 2 heures, est capable d'effeuiller la marguerite pour arriver à des choses et à des messages extraordinairement simples, il faudrait que nous, Européens, on soit capables aussi de sortir de la complexité de nos ambitions pour arriver à des messages extrêmement simples à adresser à l'Amérique. Je n'ai pas entendu, dans les heures qui sont passées, de messages particulièrement percutants qui aient été adressés à Donald Trump, lui montrant qu'il y aura une volonté européenne, qu'il y aura une résistance européenne. Et c'est pourquoi, et c'est un peu le message que je suis heureux de porter ici ce soir, c'est que ma conviction, c'est que ça va être la responsabilité de tous, et en particulier de beaucoup de ceux qui sont ici et qui nous écoutent, de la jeunesse. La jeunesse européenne va devoir véritablement prendre son avenir en main sur des enjeux comme l'écologie, sur des enjeux... Comment Parce qu'on a 2 mois là. Il arrive à la Maison-Blanche en janvier. Mais comment ont fait les Américains? Ils se sont mobilisés à travers tout le pays. Comment? En arrivant à exprimer justement un certain nombre de doléances, un certain nombre de positions vis-à-vis de leur gouvernement. On a des gouvernements qui ne sont pas insensibles aux opinions publiques, qui ne sont pas insensibles en particulier à ce qui les avance, la jeunesse. Mais peu importe le temps qu'il dure, ce qui compte, c'est le message qui s'exprime. C'est la capacité des associations à s'organiser, c'est la capacité des partis politiques à se rénover. On voit bien que nos partis politiques ont un logiciel complètement dépassé. Quand on regarde l'Amérique, quand on regarde les enjeux du monde et qu'on écoute ce que disent les partis politiques français et européens, ils sont complètement à côté de la plaque. Ils sont sur une autre planète. Ils se battent pour des parts de marché qui sont absolument ridicules, mais surtout, ils ne défendent pas les enjeux du monde d'aujourd'hui. Vous y croyez vraiment? À cette capacité de métamorphose et de rénovation. Mais quelle voix on a aujourd'hui? Vous n'y croyez pas, visiblement. Mais est-ce qu'on a le choix? Non, mais attendez. Quelle voix on a aujourd'hui? Est-ce que nous voulons être des citoyens libres? Est-ce que nous voulons que l'Europe compte? Est-ce que nous croyons dans les valeurs que nous prétendons défendre? Et est-ce que nous sommes prêts à nous battre pour cela? Dans quel état on est? Là, il ne s'agit pas de faire ce que Emmanuel Macron nous proposait, d'aller nous battre en Ukraine. Il s'agit de nous battre pour nos idées, pour nos convictions, pour notre mode de vie et pour la démocratie. On a vu le spectacle des États-Unis. Ça passe par l'Ukraine aussi, ça, hein? S'il abandonne l'Ukraine, Trump, qu'est-ce qu'on va faire? Je suis ravi que vous me parliez. Est-ce qu'on peut... La question se pose. Elle va se poser. La question va se poser en termes égaux au Proche-Orient et dans un certain nombre d'autres théâtres. L'Ukraine, il a dit qu'il mettrait fin à la guerre en 24 heures. Bon courage. Mais personne ne le croit. Qu'est-ce qui va se passer? Alors, il a des atouts. Il a quelques cartes en main. Vis-à-vis de Poutine... Mais qu'est-ce qui peut se passer avec Poutine? Alors justement, vis-à-vis de Poutine, il n'hésitera pas à allécher Poutine.
Et qu'est-ce qu'il a comme atout pour aller chez Vladimir Poutine? Il a la possibilité de lui ouvrir les perspectives d'une levée des sanctions et d'une normalisation de la position de la Russie sur la scène internationale. Vladimir Poutine vise une chose, la reconnaissance. Il sera ravi de s'introduire dans un tête-à-tête avec les États-Unis qui marquera cette reconnaissance. Donc là, il y a sur Poutine... Il se passe quoi pour nous, s'il se passe ça? Attendez, avant de parler de nous, parlons de l'Ukraine. Deuxième carte qu'il a en main vis-à-vis de l'Ukraine, cette fois, la capacité à garantir la sécurité de l'Ukraine, à garantir l'entrée de l'Ukraine dans l'OTAN et à donner un avenir à l'Ukraine, à un moment où il y a quand même beaucoup de fatigue qui s'exprime du côté ukrainien. La question, c'est est-ce qu'il aura l'imagination de trouver la martingale qui fasse que les Ukrainiens, qui se battent depuis 2 ans, qui ont perdu des centaines de milliers de vies, eh bien que tout ça n'aura pas été fait pour rien. Parce qu'évidemment, le schéma le plus simple pour Donald Trump, c'est d'arriver et de dire, ben voilà, 20% du territoire, les provinces du Donbass, les provinces de l'Est, plus la Crimée, ça retourne à la Russie, et à partir de là, on reconstruit l'Ukraine. Ça, c'est aussi une carte qu'il a dans les mains, et il reconstruira l'Ukraine de préférence avec l'argent des Européens. C'est une capitulation devant Poutine. Il n'a pas le choix. Nous sommes d'accord. La diplomatie est là pour faire que la capitulation soit se transforme en une victoire pour la Russie et pour l'Ukraine.